Allez, on va ouvrir ce conseil communautaire si vous le voulez bien. On va laisser s'installer les derniers et on y va. Alors, sur les pouvoirs, Monsieur Piédalu qui donne pouvoir à Monsieur Huget, Monsieur Mettet donne pouvoir à Monsieur Charpentier, Madame Fardin donne pouvoir à Monsieur Lamy, Monsieur Lesage donne pouvoir à Monsieur Bonin. Dominique ne devrait pas tarder sans doute. Monsieur Edouin donne pouvoir à Madame Thibault, qui ne va pas tarder à n'en pas douter. Madame Touzeau donne pouvoir à Monsieur Careil. Monsieur Alétru donne pouvoir à Madame Groslot. Monsieur Sautreau donne pouvoir à Monsieur Pelot. Et Madame Thibault donne pouvoir à Monsieur Kubrick. Monsieur Thibault, pardon, je t'ai perdu. Ouais, je suis en train de me dire, je regarde ça. Ok, parfait, merci. Secrétaire de séance en proposition, j'avais Patricia Beau, Catherine Denfer, Leslie Renard. Ouais, Patricia, merci beaucoup. Alors, y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du 20 octobre? Non? Très bien, je vous remercie. Ensuite, vous aviez donc la présentation des délégations. Y a-t-il des observations à ce sujet-là? Celles prises par le bureau ou par moi-même? Non? Parfait, très bien, merci. Et bien du coup, on rentre donc dans le vif du sujet. Et sans plus tarder, je donne la parole à David. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Effectivement, je vais vous présenter cette première délibération, mais avant, si vous le permettez, je vais replacer un petit peu le contexte et je laisserai la parole à Samuel Le Goff pour vous présenter ce plan climat air énergie, puisque vous savez que ce plan climat air énergie fait suite à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et qui oblige les EPCI tels que le nôtre de plus de 20 000 habitants de se doter de ce projet-là et donc de ce plan-là. On s'est engagé, quand je dis on, c'est la communauté de communes, s'est engagée depuis 2018 à travailler sur ce dossier, lancement de la démarche à travers un diagnostic. Et donc je suis ravi ce soir de vous présenter cette délibération en vue de cette adoption du plan climat, plus de 2 ans de travail. Et je souhaite à ce titre remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé aux commissions, aux différents groupes de travail, puisqu'on a œuvré depuis 2 ans et on a fait participer le plus grand nombre possible. Donc des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des industriels, et puis je vais aussi associer le CODEV à ces travaux, merci à eux. Au-delà du volet réglementaire, le plan intègre parfaitement un des axes de notre projet de territoire, et il en traduit aussi certaines orientations, que ce soit sur la mobilité, le plan local de l'habitat, notamment avec la plateforme de rénovation énergétique, ou encore l'aménagement du territoire, autant de thématiques que l'on retrouve dans le PCAET, donc un projet structurant qui donne vraiment de la cohésion à toutes nos démarches, à toutes nos réflexions et à tout ce qui peut être conduit dans les différents services de la Comcom. Et j'ai souhaité que ce plan soit aussi le plus opérationnel possible, tout en répondant bien sûr aux objectifs qui sont les nôtres, des objectifs nationaux et régionaux à travers le SRADET. Et ce plan se traduit, vous verrez, en 40 actions à travers 5 axes, dont l'un s'appuie sur la notion d'exemplarité pour les collectivités. Et c'est notamment la raison pour laquelle la Comcom Sud-Vendée Littoral s'implique concrètement et souhaite impliquer le maximum de ses habitants, de ses partenaires et des acteurs du territoire pour œuvrer dans cette sobriété énergétique, dans la réduction des gaz à effet de serre, dans les projets de renouvellement, en tout cas de développement des énergies renouvelables, ou encore, je l'ai dit, l'abaissement des gaz à effet de serre. Donc 40 actions, 5 axes, une exemplarité de la Comcom, et impliquer le maximum d'acteurs sur notre territoire, de nos habitants, dans des gestes au quotidien pour contribuer à ces objectifs et à l'atteinte de ces objectifs. Rappelez aussi que ce plan d'action ne repose pas que sur les services de la Comcom et sur nous.
Il va aussi s'appuyer sur toutes les forces vives du territoire, je l'ai ici cité, je ne vais pas revenir dessus, mais on va s'appuyer sur les syndicats, sur les branches professionnelles, sur les habitants, bien sûr. Et puis, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais laisser bien sûr la parole à Samuel pour vous dire aussi qu'on n'a pas attendu la validation de ce plan climat-air-énergie pour déjà mettre en place des actions concrètes. On en a déjà parlé sur le plan alimentaire territorial, le PAT, sur le SDE, donc le schéma des énergies renouvelables, et puis sur le guichet unique pour janvier 2023. Et puis, si vous voulez, on en reparlera, puisque certaines collectivités vont déployer aussi le petit boîtier Volt 10 dans les prochaines semaines. Voilà, donc ce sont des actions concrètes qui sont déjà du coup parties et qui illustrent parfaitement ce que l'on veut faire de ce plan climat, air, énergie. Et donc, je laisse bien volontiers la parole à Samuel Le Goff, qui va vous présenter ce plan climat, air, énergie. Et je souhaite bien sûr le remercier tout particulièrement pour le travail qu'il a conduit à mes côtés. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer de faire un petit test après pour faire défiler le diapo. Simplement pour préciser que la présentation est aussi issue des données des Codev, du bureau d'études qui nous accompagne depuis ce temps-là. Donc, c'est un petit peu la synthèse de tout ce travail qu'on va essayer de vous présenter. Et la synthèse que vous devez avoir, puisqu'elle était annexée à la délibération, me semble-t-il. Donc vous avez normalement un peu voilà, l'ensemble et la vision globale un petit peu de ce qui compose ce plan climat. Je crois que, je ne sais pas si ça... je suis peut-être un petit peu loin. Ah oui, c'est ça. Alors, normalement, c'est l'ordinateur du loin. C'est peut-être un peu loin. Mais tout à l'heure, ça fonctionnait mieux, mais c'est peut-être... Il y a des écrans. Ouais. Ou alors tu changes et puis je te... Ah, ça vient. Ok. Quelques éléments là pour vous présenter. Donc on va simplement vous rappeler comment est-ce qu'on a construit ce plan climat, quelles étaient les étapes pour élaborer ce PCAET. Le projet de PCAET détaillé, puisque c'est un projet de plan climat qu'on vous propose ce soir, et puis quelques mesures phares sur lesquelles on pourra en revenir pour avoir une communication spécifique sur ce document. Et puis les éléments à suivre, puisque du coup là on est dans le début de l'histoire, puisque c'est un document stratégique qui décline tout un tas d'actions. Donc qu'est-ce qu'il en est pour la suite, on vous le présentera également. Alors les enjeux du plan climat, pour rappel, parce que je pense que vous les avez quand même vus depuis ce temps de travail en commission, en atelier, etc. Mais effectivement, il y a deux finalités importantes sur ce document qui est stratégique. C'est à la fois d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre en diminuant les consommations d'énergie, la réduction des GES, développer localement les énergies renouvelables, améliorer la qualité de l'air aussi par voie de conséquence. Et l'autre finalité, c'est une finalité qui est aussi importante, c'est comment est-ce qu'on adapte finalement le territoire à un changement climatique qui est déjà en cours. Le rappel des étapes sur la construction de ce document. Ça, c'est le calendrier global qui vous donne un petit peu l'aperçu là depuis ces 2 années. Comme dans tout document stratégique, on passe forcément par une phase de diagnostic, d'état des lieux. On a pris le temps de partager ce diagnostic-là, de voir voilà, quels étaient les éléments qui nous manquaient pour aboutir à un diagnostic finalisé. On a travaillé collectivement sur la stratégie territoriale. À chaque fois, c'est important ce mot-là, puisque c'est un document qui est véritablement territorialisé. On n'a pas tous les mêmes plans climat entre PCI, même s'il y a des éléments communs, mais on a vraiment quelque chose de spécifique à Sud-Vendée Littoral. Et puis le plan d'action qui s'est fait entre l'automne et l'hiver 2021. Et là, on a été plutôt dans une phase de suivi d'évaluation avec un petit peu
de retour sur le plan d'action qui a été proposé suite à la stratégie travaillée. Donc là, on est sur une phase plutôt de validation, de présentation de ce document projet, et on aura encore 6 mois, on vous le présentera après, pour permettre de recueillir les différents avis des personnes publiques associées. On ne va pas vous repasser toute l'histoire en détail, mais c'est simplement pour vous présenter les différents éléments de validation à travers la phase diagnostique. Vous en rappelez probablement en conférence des maires, ça a été retravaillé en commission, en bureau communautaire, on l'a travaillé également. Idem sur la phase stratégie, avec un élément important à présenter, c'est que le diagnostic avait notamment sur la partie émissions de gaz à effet de serre, pouvait poser des questions sur le volet agricole. Donc il y avait une vraie volonté d'associer aussi les acteurs du monde agricole à cette phase stratégique. Donc il y a eu dès le début l'intégration de ces acteurs-là. Il y a une commission de synthèse ensuite qui s'est faite. Idem sur la phase du plan d'action, on a essayé de synthétiser. Au départ, il y avait 80 actions qui étaient proposées, donc il fallait qu'on les priorise, que parfois on les rassemble, on en sélectionne d'autres par rapport à celles qui nous semblaient les plus importantes. Donc ça demandait aussi un travail important en atelier, en commission. Donc on voulait simplement vous rappeler ces phases-là, qui étaient des dates clés sur l'élaboration du plan climat. Il y a une phase aussi de questionnaire grand public, si vous en souvenez, sur les actions prioritaires sur cet hiver-là de 2022, qui permettait de voir pour les habitants, pour le grand public, quelles étaient les actions qui leur semblaient, en tout cas les plus importantes sur un document comme celui-ci. Hop, je suis passé un petit peu vite sur le doc d'avant. Tac. Phase d'évaluation et validation, donc idem. On a eu un moment de travail une fois qu'on a fait ces stratégies, les plans d'action. Est-ce qu'on répond bien à la stratégie et puis aux impératifs réglementaires, puisque comme on l'a rappelé en introduction, c'est un document réglementaire, donc on doit répondre à des obligations. Est-ce qu'on peut arriver à ces objectifs-là ou est-ce qu'il faut qu'on affine un petit peu ? Les points d'étape aussi avec le conseil de développement. En parallèle, il y a déjà certaines actions qui ont démarré, notamment le projet alimentaire de territoire, le schéma directeur des énergies, etc. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les dates clés. Ça a été présenté aussi dernièrement au bureau communautaire du 8 novembre. Et puis du coup, on vous présente ce travail-là ensemble. Alors, pour rappel, au niveau du diagnostic du plan climat, ce qui est important d'avoir en tête, ce n'est pas tant les chiffres qui sont présentés ici, mais c'est le rapport entre les deux. C'est qu'aujourd'hui, ce sont des chiffres grosse maille, toute énergie confondue, on a une consommation territoriale de 1560 gigawattheures et une production avec des énergies renouvelables locales, à travers l'utilisation de bois énergie, d'éolien, de méthanisation et de photovoltaïque, à hauteur de 10% à peu près de cette consommation-là. Donc aujourd'hui, en local, sur le PCI, on produit 10% de cette consommation. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'on a un potentiel de production qui a été estimé à 1412 gigawattheures. Donc ça montre que sur le territoire, en théorie, au départ, le plan climat, c'est déjà beaucoup d'éléments de bibliographie pour voir ce qui est possible de faire. On peut arriver à un équilibre entre la consommation et la production pour peu qu'on arrive à diminuer significativement la consommation énergétique du territoire. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'en théorie, encore une fois, on peut arriver à un équilibre entre la consommation et la production d'énergie. Alors, idem, dans le diagnostic, on doit éclaircir les émissions de gaz à effet de serre sur Sud-Ouest des littorales. Il y a 2 secteurs d'activité. Je ne vous l'ai pas dit sur le graphe d'avant, mais il y a, si je reviens, j'ai oublié de le dire, mais ça me paraît important. Quand on regarde sur la partie consommation d'énergie, il y a 2 secteurs qui sont les plus énergivores. C'est le logement.
donc vraiment l'habitat et l'énergie qu'on va consommer dans l'habitat. Et puis l'autre secteur, c'est vraiment les transports, les déplacements, donc toutes les questions autour des enjeux de mobilité, quand on accumule le fret, les mobilités locales et les mobilités longue distance. Donc en fait, les deux secteurs d'activité principales, c'est les logements et puis les déplacements pour la consommation d'énergie. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, parce que ce n'est pas forcément corrélé, c'est plutôt le secteur agricole, ce qui est logique sur notre territoire parce qu'on a une agriculture qui est très importante. Et puis on a les transports routiers. Alors il faut toujours mettre en parallèle, et ça c'est important de le faire aussi, c'est le captage de carbone que l'on peut faire sur le territoire. Et donc le potentiel de séquestration carbone, comme on l'appelle, aujourd'hui qui est à hauteur de 8% des émissions, donc c'est quand même important. Mais ça c'est pareil, ça reste assez théorique. Aujourd'hui on n'arrive pas encore très bien à le quantifier. Il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce qu'on capte aujourd'hui et comment est-ce qu'on le capte. Et est-ce qu'on peut réussir à mieux le capter. Donc ça c'est important parce que petit à petit on peut arriver à accroître cette part de séquestration carbone. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que grâce à l'agriculture notamment, on peut arriver à capter quand même beaucoup plus de carbone qu'on ne le pense. Et donc on sait qu'on a un véritable travail à faire là-dessus. Donc ça c'est assez important. Et puis il y a évidemment dans le diagnostic aussi tout un tas d'éléments importants en matière de vulnérabilité climatique, notamment sur les questions de sécheresse estivale, la question de la ressource en eau, de submersion marine, inondation fluviale aussi, ça peut être mis en exergue dans le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment une synthèse très grossière du PCAET. On a des éléments beaucoup plus exhaustifs dans le document final, et puis vous en avez déjà un petit peu plus dans le document qui vous a été mis en synthèse. Concernant la période de stratégie, ce qui va être important d'avoir en tête, c'est comment est-ce qu'on l'a construite. Il y a à la fois des objectifs quantitatifs et puis des objectifs qualitatifs à travers cette stratégie. Les objectifs quantitatifs, ça va plutôt être des éléments réglementaires sur lesquels on va devoir répondre. Par exemple, la diminution de la consommation énergétique qu'on va devoir faire sur le territoire. Également, la production d'énergie renouvelable qu'on va devoir faire. Donc, on a des impératifs à respecter là-dedans, ou en tout cas à proposer. Donc, ça va plutôt être des objectifs quantitatifs, plutôt réglementaires. Et puis, les objectifs qualitatifs, ça va être plutôt sur les thématiques que l'on va avoir aussi envie de travailler pour répondre à ces objectifs. Et puis, on va avoir aussi des objectifs, par exemple, de nombre de gens qu'on va pouvoir sensibiliser sur ces enjeux-là, par exemple. Donc, on va être plutôt en rapport avec une territorialisation assez importante sur ces objectifs-là. Alors, Prosper, on a mis ce nom-là parce que c'est un nom que vous allez peut-être pouvoir retrouver. C'est le nom de l'outil qui est utilisé par le CIDEV pour travailler sur les PCAET en Vendée. On travaille beaucoup avec Prosper, et dans ces objectifs quantitatifs, le numéro 1 qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on fait de la sobriété sur le territoire, comment est-ce qu'on travaille sur l'aspect efficacité énergétique en 2, et puis aussi, enfin, la cerise sur le gâteau, c'est comment est-ce qu'on fait aussi pour développer les énergies renouvelables. Alors une fois qu'on a dit ça, la question qui arrive ensuite, c'est comment est-ce qu'on répond aux obligations réglementaires à l'échelle nationale. Il y a tout un tas de cadres qui se déclinent à travers la loi LTECV, la loi sur la croissance verte, la stratégie nationale bas carbone qui fixe aussi un cadre en matière d'émissions de gaz à effet de serre là-dessus. Et puis la loi, la dernière année, la loi énergie-climat qui précise aussi encore un peu plus ce cadre-là. Ce qu'il faut retenir, ce sont vous le voyez, des objectifs assez importants, avec 2 pas de temps qu'il faut avoir en tête, qui sont 2030 et 2050, qui sont les objectifs un peu de prospectif qu'on nous oblige à avoir à travers ce document de PCAET. Alors pour rappel, c'est un document qui a une durée de vie de 6 ans, mais pour autant, dans la stratégie, on nous demande d'avoir cette vision-là à 2030, à 2050. Donc, quelles sont les actions que l'on commence dès maintenant pour essayer d'atteindre ces objectifs-là? Alors, ce sont des objectifs ambitieux, déjà dans le cadre national. Et après, dans le cadre régional, vous savez que la région est chef de file en matière de transition énergétique.
et dans son SRADET, la région Pays de la Loire et ma région en 2050, nous demandent à chaque EPCI d'essayer de tendre à être un territoire énergie positive en 2050, ce qui implique deux choses. C'est d'une part de diviser par deux nos consommations d'énergie en 2050 par rapport à 2012, qui est l'année de référence, et puis du coup d'avoir un taux de couverture ENR, énergie renouvelable, de 100%. Donc quand on essaye de faire l'exercice par EPCI, à chaque fois qu'on a un plan climat, on essaye de faire cet exercice-là. C'est vraiment pas évident et c'est très compliqué de tenir ces objectifs-là. Pour autant, on essaye de le faire. Et puis il y a la réduction des 80% des émissions de GES par rapport à 2012. GES, ce sont les gaz à effet de serre. Alors, quand on a essayé de travailler sur la stratégie, très concrètement, en commission et puis en atelier, on a rapidement vu que les objectifs qui nous étaient demandés, que ce soit nationaux ou régionaux, étaient très ambitieux par rapport à ce qu'on pouvait être en capacité de faire sur le territoire tout de suite, parce que 2030, ça arrive quand même très rapidement. On est déjà en 2022. Nous, ça va être notre premier PCAET, donc on va commencer un peu à travailler sur le sujet, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui auront pu être faites par ailleurs, notamment sur des initiatives qui auront pu être lancées. Mais ce n'est pas suffisant, en tout cas dans les projections qui ont été faites, pour arriver à ces objectifs-là. Donc on a demandé une rencontre avec les services de l'État, la DETM et puis la direction régionale avec l'ADREAL, qui nous ont dit en fait, c'est pas tant grave, l'important c'est d'arriver à avoir ces objectifs de fond et d'être sur cette tendance, mais ce qui les importe le plus, c'est d'avoir un document qui soit le plus territorialisé possible et qui réponde à ce qu'on peut être en capacité de faire. Donc c'est pas se mentir et faire un PCAET qui répond aux objectifs de l'État, mais c'est d'avoir un document qui soit le plus corrélé avec la réalité du territoire. Donc avec voilà, nos moyens, nos envies, les thématiques qu'on a envie de travailler, etc. On sait qu'on va avoir des remarques de l'État, de toute façon, parce que ça fait partie de leur étude, à travers aussi l'autorité environnementale qui va nous donner leur position par rapport à notre PCAET. Mais on sait que on sera un petit peu en décalage par rapport à ça. Juste, je te coupe parce que c'est vraiment un point clé de notre PCAET, ça veut dire qu'on insiste sur ce fait-là. Il y a des objectifs réglementaires, on ne sera pas dans les clous des objectifs réglementaires. Et c'était vraiment aussi, je l'avais affiché dès le début, c'était de travailler un PCAET qui prenne en compte les opportunités de notre territoire et les contraintes de notre territoire, là où nous en sommes, vers où nous voulons aller, être ambitieux, mais se donner aussi le temps d'y parvenir. Et donc, ce que vous allez voir sur la prochaine slide, c'est vous allez voir que nous sommes effectivement en dessous de ces objectifs-là. Donc on a pris soin quand même de rencontrer les services de l'État pour s'assurer qu'on pouvait en tout cas présenter un document comme celui-ci. Ils nous ont plutôt écoutés et entendus parce qu'effectivement, ils ont compris que nous étions dans une démarche raisonnable, raisonnée, et qui pour autant s'appuyait bien sur une territorialisation. Donc on n'était pas non plus déconnecté de notre territoire. On aurait pu, c'est aussi très simple de faire un PCAET qui répond aux objectifs, l'écrire, et puis se dire dans 6 ans, finalement, on est à côté. Là, en tout cas, on écrit quelque chose, et puis on va essayer justement d'être parfaitement dans cette dynamique-là. Et puis c'est quand on fait le travail de terrain et qu'on discute aussi avec vous, avec les élus de terrain, on se rend compte que sur certains sujets, par exemple, voilà, quand on doit faire de la rénovation énergétique forte de l'habitat avec des objectifs bâtiments basse consommation, c'est compliqué parce qu'il y a des contraintes qui existent, des périmètres ABF aussi, qui parfois nous contraint à avoir la production ENR, etc. Donc il faut que l'on puisse avancer avec ces contraintes-là. Et quand on fait l'exercice un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que ce sera compliqué pour nous. En 2030, ça c'est sûr. En 2050, on s'y approchera, mais d'arriver à atteindre tous les objectifs. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous détaille là dans les différents items. Et puis ça va se voir un petit peu plus clairement sur les graphes qu'on va vous proposer. En parallèle de ça, on lance un travail avec des étudiants de l'Université de Nantes pour nous aider à affiner les indicateurs que l'on va mettre sur les différentes fiches actions. Donc on a déjà fait des propositions. Mais pour autant, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir suivre ce PCAET année après année pour voir si on est sur la bonne trajectoire. Et il y a
une phase clé qui, au bout des 3 ans de la durée de vie du PCAET, il faut qu'on fasse une évaluation réglementaire. Donc, il faut qu'on soit en capacité de suivre si on est sur la bonne trajectoire. Sur la stratégie et les hypothèses, donc là vous voyez un petit peu les différentes hypothèses qui ont été prises et puis les résultats. Ce qui est important de comprendre, c'est la représentation graphique avec les évolutions de consommation d'énergie par typologie, le transport dans le secteur industriel, le résidentiel, le tertiaire, l'agriculture. On a mis des petits crochets par rapport au pas de temps entre 2030 et 2050, puisqu'on a l'impression que les courbes flanchent de manière importante, mais il y a un pas de temps de 20 ans, alors que sur les autres pas de temps, on est plutôt sur 5 ans. Donc il y a un petit biais de représentation, mais c'est vraiment pour vous donner cette idée par secteur d'activité, ce que ça représente en matière d'objectifs de baisse de consommation d'énergie. Et vous avez le pendant en matière d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça reste malgré tout des objectifs très ambitieux. Pareil en parallèle, donc à chaque fois ce sont des hypothèses qui ont été recalibrées avec le travail en commission. Donc là, quand on travaille sur la production énergie renouvelable sur le territoire, par typologie d'énergie, bois énergie, le biogaz, les agrocarburants, l'éolien, le solaire thermique, le photovoltaïque, on arrive à des courbes de ce type-là. Donc on voit bien la progression importante, notamment sur le solaire et l'éolien qu'il faudra faire sur le territoire. Alors, c'est pour ça que déjà, quand on essaie de transposer ces courbes-là sur le territoire, on voit que ce ne sera pas tout le temps possible partout. On a des contraintes importantes sur les territoires, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient environnementales, etc. Si on prend que l'aspect éolien, par exemple, on sait qu'il y a toute une partie nord du territoire, sud, pardon, où ça va être un peu compliqué. Donc il faut qu'on essaye d'avoir des objectifs plutôt rationnels par rapport à ce qu'on sera en capacité d'accueillir sur le territoire. C'est pour ça que la proposition de la Commission était de faire que plutôt de viser aveuglément un peu les 100%, au moins de se rapprocher aux 80% à horizon 2050. Au vu de ce qu'on pouvait faire sur le territoire, c'était quand même une bonne tendance. Là, vous avez la synthèse en fait sur les objectifs quantitatif sur la consommation d'énergie, la production d'énergie renouvelable et puis les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on voit qu'on s'approche quand même des objectifs du SRADET, on n'est pas complètement décorrélé. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que 2030, ça arrive très vite, donc on sait qu'on sera probablement un petit peu en décalage par rapport aux objectifs de 2030. Sur 2050, on va s'approcher de l'ensemble de ces objectifs-là. On le voit sur la consommation énergétique probablement, sur la production, on va s'y rapprocher avec les 80%, et puis sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil, on va s'y rapprocher quand même. Mais il y a quand même cette mise en œuvre et cette mise en action qui va prendre un petit peu de temps. 2022-2030, on sait que c'est très rapide. Donc voilà notamment le pourquoi du comment sur ce décalage, notamment pour 2030. Là, on va plus passer sur les aspects qualitatifs. Vous avez dû voir dans vos documents les propositions d'axes stratégiques qui ont été proposées. Donc vous avez 5 axes. On ne va pas forcément tous les détailler, mais au moins les titres principaux. Donc il y a vers une trajectoire à énergie positive, donc à la fois la baisse de la consommation et la production d'énergie sur le territoire, un aménagement de proximité et la question de la mobilité. La préservation, la valorisation des ressources de façon responsable. Donc ça intègre aussi les thématiques autour des déchets, d'économie circulaire, de projets alimentaires territoriaux, de circuits courts. L'axe 4, on est plutôt sur de l'adaptation au changement climatique, donc la question de la résilience à l'aune des changements climatiques. Quelle stratégie est-ce que l'on construit ? Quel territoire pour demain, avec notamment ces questions de vulnérabilité. La captation carbone, on sait que ce sera un enjeu aussi important. On travaille aussi déjà un petit peu avec le parc régional là-dessus. Et puis l'axe 5 qui lui est plutôt transversal avec l'administration, ce qu'on appelle l'administration exemplaire, mais il y a aussi et surtout la question de la sensibilisation de tous les publics et notamment des plus jeunes sur de la culturation autour des enjeux énergie-climat.
Alors, simplement, là, c'était une présentation du phasage de chacune des actions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des actions, pas ce soir, on ne va pas vous assommer avec tout ça, puis vous les avez. Mais l'idée, c'est juste de vous montrer comment chaque action est phasée les unes avec les autres. Donc, c'est déjà un travail qui a été fait en commission. Donc, on est sur 6 années. Il y a des actions qui sont en continu, donc qui vont démarrer ou qui ont déjà démarré, et donc qui vont se poursuivre puisque ce sont des actions de long terme, de longue haleine, notamment le guichet unique de l'habitat, hein, la première action par exemple, des actions qui vont avoir une durée de vie, simplement parce que ça va être un projet, une construction par exemple, quelque chose comme ça, et puis d'autres ça va être plutôt une stratégie qui va après décliner sur des plans d'action, donc qui va se concrétiser un petit peu d'une autre manière après. Et là, les 2 actions entourées, ce sont les actions qui ont été choisies comme des actions sur lesquelles on pouvait se permettre de communiquer, parce que c'était des actions qui étaient suffisamment significatives pour le territoire, et pour lesquelles ça pouvait être important de les mettre en valeur dans un document de communication. Et puis vous avez le portage. On a parlé du portage qui était multipartenarial, hein. Il n'y a pas que la communauté de communes qui porte l'ensemble de ces 40 actions. Parfois, c'est elle qui va le porter. Parfois, ça va être en lien avec des associations, avec des partenaires, des chambres consulaires, etc. Donc ça, on le détaille dans chacune des fiches actions. Donc là, vous avez le détail des 2 fiches actions qui ont été choisies pour communiquer un petit peu sur cet axe-là. Donc à la fois le guichet unique et puis voir l'émergence de projets d'énergie renouvelable citoyens. Alors, sachant que, encore une fois, les 40 actions, il va falloir qu'on les réalise sur ces 6 années. Hein. Donc là, c'est juste quelques actions qui sont mises en exergue. Une qui a été choisie en commission dans l'axe 2, ça a été l'élaboration du schéma directeur des mobilités, en fait, qui est d'ores et déjà en réflexion à la Comcom, et c'est celle qui a remporté le plus de suffrages. Donc là, vous le voyez, hein, dans la temporalité, en gros, elle prend 18 mois à être réalisée, et vous avez les petits tirets parce que elle va se décliner sur le territoire de manière beaucoup plus opérationnelle. Donc après, elle va se retrouver aussi intégrée finalement dans la réalisation du PCAET. Alors là, on est sur un autre axe. Alors je ne le vois pas trop de là, mais on est plutôt sur une action agricole. C'est les cultures légumières. Voilà, autour de l'accompagnement sur les cultures légumières. Donc là, on est sur une action très spécifique, hein, qui concerne les acteurs agricoles, donc accompagnés notamment par la Chambre qui nous a accompagnés dès le début de ce PCAET. Donc par exemple, et puis on peut avoir des actions de ce type-là qui peuvent être menées. Alors, je suis allé un petit peu vite là. Voilà, ici sur l'adaptation, alors on a, c'est pareil, 3 actions phares. Donc on a plutôt la stratégie d'adaptation. On va avoir les dispositifs de plantation, de gestion des haies et des bosquets, et puis l'accompagnement des particuliers sur tout ce qui est les eaux, récupération des eaux, eau de pluie, et puis eau grise, notamment avec le SPANC. Sur l'axe 5, c'est une action qui a fait l'unanimité, hein, sur comment est-ce qu'on pouvait acculturer l'ensemble de la population sur les enjeux énergie-climat. Donc ce sont des mesures plutôt phares qui avaient été proposées pour être mises en avant dans le cadre du PCAET. Alors, une petite diapo sur la suite. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, ce qu'on vous propose, c'est ce projet de PCAET. Ensuite, comme on le disait, ce projet, il est transmis aux personnes publiques associées, préfet de région, présidente du conseil régional, donc où il y a un avis qui est fait. Ensuite, il y a aussi l'autorité environnementale qui doit donner son avis sur le document, notamment sur l'évaluation stratégique environnementale, hein, ça s'appelle l'EES. En gros, c'est une évaluation environnementale de chacune des actions pour voir quel impact il peut y avoir sur l'état initial de l'environnement du territoire. Et en parallèle aussi, il y a une consultation publique. On n'est pas sur une enquête publique très réglementaire, hein, comme un PLU par exemple, mais on est plutôt sur... On demande aux habitants aussi de se prononcer sur ce PCAET.
une fois qu'on a recueilli l'ensemble de ces avis, on pourra proposer un PCAET modifié pour qu'il soit définitivement adopté en gros 6 mois après. Et un point important aussi qu'on a dit, c'est sur l'évaluation du PCAET. Il y a une évaluation réglementaire au bout des 3 ans. Cela n'empêche pas de suivre l'évolution de ce PCAET tous les ans, notamment à l'occasion d'un comité de pilotage, par exemple, et avec l'ensemble des membres de la commission. Merci pour vous. J'espère que je peux être trop long. Voilà, donc un dossier sans doute technique, vous avez vu, qui balaye un certain nombre de domaines. Il faut aussi être dans la prospective 2030, 2050. Ce n'est pas un exercice facile, ça veut dire que ce qu'on vous propose là, c'est une photo à un instant T, avec les moyens qui sont les nôtres, avec le contexte qui est le nôtre, et avec la technologie qui est la nôtre. C'est-à-dire que quand on parle énergie renouvelable, vous voyez bien que ce sont des choses qui peuvent bouger aussi relativement vite. Donc ça, c'est important de l'avoir. Gardez en tête que c'est bien un projet qui est raisonnable et ambitieux, qui fixe des objectifs et qui nécessairement implique un maximum d'acteurs sur le territoire, avec des enjeux forts, vous l'avez compris, autour de la sobriété énergétique, autour et notamment de l'habitat, de la mobilité, autour de l'agriculture, de la résilience aussi, puisque l'érosion du trait de côte est forcément une attention forte dans le PCAET et sur notre territoire. Et puis gardez aussi qu'on a des gros potentiels autour des énergies renouvelables malgré tout, même si on est limité, on voit que si on arrive à consommer un peu moins et à produire un peu plus en énergie renouvelable, eh bien on peut arriver à un territoire qui s'équilibre et qui parfois, ou en tout cas même peut aller jusqu'à être un territoire à énergie positive. Donc tout ça fait que c'est un plan qui nous paraît équilibré et puis qui est un formidable outil de pilotage pour la stratégie du territoire et qui derrière, il va falloir animer, il va falloir suivre. Hein. Samuel l'a dit, il y a des indicateurs encore à affiner. Hein. Vous avez vu que les intitulés des 40 actions, les 40 actions se traduisent en fiches. Hein. Donc si vous voulez, mais je crois que vous les avez déjà eues, les fiches de chacune des actions avec les indicateurs, comment on va les déployer. Donc voilà, après, on ne sommes pas une finalité, on en est une première étape, et puis derrière, il va falloir faire vivre ce PCAET. Voilà, donc nous restons à votre disposition pour les questions ou des informations complémentaires. Si, oui, Magali, vas-y. Non ? Ouais. Merci pour cette présentation avant tout. Merci Samuel. Vous étiez venu présenter au conseil municipal. Ma question en première par rapport à la priorisation, notamment sur la démarche de sensibilisation et de pédagogie à avoir auprès des citoyens, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas très coûteux, mais j'avais posé la question de savoir si, et je pense que vous êtes dans cette démarche d'avoir un outil qui pourrait être mis dans nos bulletins communaux. Voilà, c'est tout. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Je pense qu'en plus, on est dans la bonne temporalité, puisqu'on est tous en train on est parfaitement dans la bonne travailler sur nos bulletins communaux. Donc effectivement, on en avait déjà parlé avec le service de communication pour qu'on puisse avoir un petit article assez synthétique qui vous présente ce qu'est le PCAET. Alors c'est d'autant plus facile d'en parler actuellement puisque le contexte énergétique fait que les gens sauront se passionner un petit peu plus de voir comment au quotidien ils peuvent travailler et œuvrer au moins pour l'économie de l'énergie. Donc effectivement, on aura sans aucun problème un document à vous proposer. Oui. Il marche. En effet, hein, quand on parle de plan, c'est souvent quelque chose qui nous semble très éloigné. Là, merci beaucoup pour le travail réalisé, parce que du coup, on est plutôt dans l'opérationnel, on est dans quelque chose, et vous l'avez bien dit Samuel, qui est adapté à notre territoire, avec les gestes du quotidien. Donc je veux dire, c'est nous tous qui allons bénéficier de ce PCAET, donc un enjeu très très fort sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Dans ces cas-là, nous allons vous demander de valider
le projet de plan climat-énergie tel qu'il vous a été présenté, de valider le rapport sur les incidences environnementales du PCAET, de m'autoriser donc à transmettre ce projet ainsi que l'évaluation environnementale aux autorités compétentes et de solliciter toutes les demandes de subventions et de signer tous les documents en lien avec le PCAET, de solliciter les avis du préfet de la région, de la présidente du conseil régional et de l'autorité environnementale, de réaliser une consultation publique sur le projet du PCAET. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup Samuel et David pour le gros travail qui est fait. Merci à tous. Merci Samuel. Alors, on continue et là, avant de passer la parole à Nicolas, juste en petit préambule, Nicolas va vous présenter la phase leader à venir, mais juste vous rappeler qu'on a toujours un programme leader qui est en cours. C'est facile, quand on parle de leader, d'enfoncer une porte déjà ouverte pour dire que ça avance pas très très vite. Les services de la région sont débordés, les dossiers avancent difficilement parce que les contrôles, alors pas qu'au niveau de la région, hein, à tous les niveaux, à toutes les strates, c'est assez compliqué. On doit être à peu près en paiement à 9%, voilà, donc ce qui n'est pas exceptionnel. On a fait un point avec Dominique, on a reçu Antoine Chéreau pour définir une stratégie d'optimisation des dossiers qui sont en cours. Parce qu'en fait, ce qu'une collectivité peut comprendre sur la temporalité, beaucoup plus difficile à accepter d'un privé quand on lui annonce que ce sera dans 3 ans, donc c'est extrêmement contraignant. Mais tout ça fait qu'on a souhaité tout de même se positionner, si vous en êtes d'accord, et répondre à l'appel à candidature sur le programme Leader 2023-2027. D'abord parce que ça reste un levier pour les bénéficiaires, alors les collectivités ou les privés, c'est là. Et puis c'est aussi une économie générale sur notre territoire, puisque évidemment ça génère de l'activité pour l'ensemble de nos entreprises. Donc voilà, le programme, il y en a un qui est toujours en cours, et du coup, Nicolas va vous présenter ce qui est projeté sur le programme, Dominique, tu compléteras, si tu veux, sur le programme 2023-2027. J'ai pas l'habitude. Tu me dis, hop. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais en profiter pour me présenter parce que je ne suis pas sûr que tous les conseillers communautaires me connaissent. Je suis donc Nicolas Solier, je remplace Christine Guin-Turpin au poste de chargée de mission politique contractuelle à la communauté de communes depuis fin août. Et je m'occupe aussi de l'animation du conseil de développement, mais c'est avec ma casquette d'animateur du programme Leader que je vais intervenir ce soir. Donc, comme Madame la Présidente l'a rappelé, on est sur une réponse à appel à candidature qui a été lancée par la région cette année. Donc, il y a actuellement, sur l'actuelle programmation 2014-2020, ça fonctionne toujours. Il y a 27 GAL, groupes d'action locales, donc qui sont des territoires comme nous, des territoires leaders avec des fonds européens. Sur la prochaine programmation, se pose la question de savoir si oui ou non on veut repartir sur une stratégie leader. Donc il vous est proposé ce soir de faire... je vais vous exposer ce qui est prévu dans le cadre de cette stratégie, comment elle a été construite, et savoir si oui ou non vous sollicitez ces fonds européens pour cette période. Alors, à l'instar d'un PCAET, il y a aussi une programmation 2023-2027, donc sur 6 ans. Donc, on est en termes de méthodologie, comment on a défini cette stratégie qui vous est proposée ce soir. Ça ne fonctionne. Ah, c'est là ? Je suis moins grand que Samuel.
Ah, c'est là, il me semblait bien que c'était de ce côté-là. Sinon, je peux aller carrément derrière l'ordi. Ah oui, c'est bon. C'est technique. C'est bien. Ouais, mais ça va aller. La stratégie leader, alors on en a profité pour capitaliser sur tout le travail de concertation qui a été réalisé depuis quelques années maintenant sur le territoire sud-vendée littoral. Donc dans le cadre notamment de quatre travaux, la stratégie de territoire, le CRTE qui a été réalisé l'an passé en 2021, le SCOT, et puis ce qu'on vient d'évoquer, le PCAET avec un horizon 2029. Il faut vraiment que je me lève. Je vais les passer pour vous. D'accord, ça marche. Ça vient pas de moi déjà, c'est bien. Donc, pour nourrir un peu cette capitalisation, enfin sur ce travail de concertation qui avait été fait dans les différents documents, on l'a complété avec la rencontre des 43 communes depuis mon arrivée, et puis plusieurs temps de travail avec un bilan évaluatif qui a été réalisé avec les membres du collège privé du comité de programmation. Une autre réunion qui a servi à aller un peu plus loin sur l'identification de thématiques qui pouvaient être éventuellement cernées par ce nouveau programme leader. On a fait un point avec les élus communautaires sur ces thématiques envisagées. Et puis ça nous a permis de déboucher sur le travail qu'on va vous présenter ce soir, c'est-à-dire un plan d'action avec des fiches qui ont été travaillées à la fois au niveau des élus, mais aussi au niveau des membres du collège privé issus du conseil de développement. Et puis on vient ce travail de validation au conseil communautaire. Alors on est sur un dossier de candidature. Rien n'est figé, c'est un premier travail qui est réalisé et qui sera présenté ce soir. Il restera à affiner. Donc, je vais passer directement à la suite, non pas que j'aurai fini mon propos après ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu la démarche. On enverra ce document, donc ce dossier de candidature à la région, et s'en suivra un dialogue à double niveau, un dialogue entre la communauté de communes et l'autorité de gestion, donc le conseil régional, et puis un dialogue ici entre les élus et puis les membres du comité de programmation pour adapter les fiches actions. Donc on aura aussi l'occasion de revoir et notamment à travers peut-être plusieurs évolutions, l'évolution du contexte réglementaire qui peut avoir des impacts sur le programme européen, et puis aussi nous est demandé dans ce cadre de cette candidature, c'est ce que nous verrons à la toute fin, de proposer, de demander une enveloppe globale pour mettre en place cette stratégie. Et en fonction de savoir s'ils nous accordent ou non ce qu'on a demandé, on pourra aussi ajuster sur ces thématiques. Oui, puis je pense qu'on fera ce qu'on avait fait, enfin ceux qui font partie du GAL le savent, on avait mis en place des fiches critères d'attribution après avec des points pour pouvoir attribuer effectivement les montants. Donc je pense qu'on aura ce travail à faire aussi avant le mois de septembre. Donc forcément on aura donc des réunions de travail pour peaufiner, après que les fiches soient validées par la région, la mise en place de ces critères d'attribution des financements.
Oui, et puis ce travail de conventionnement à la région, il ne s'effectuera pas qu'avant le mois de, comme vient de l'indiquer M. Bonin, avant le mois de septembre 2023. Donc on a un peu de temps ensuite devant nous. Et alors, pour ce qui est de l'éligibilité des dépenses qui seront financées des projets qui seront financés dans le cadre de ce nouveau contrat leader, seront éligibles toutes dépenses à compter du 1er janvier 2023. Mais il est bien évident que les premiers projets présentés ne pourront être effectifs qu'après avoir signé la convention avec la région qui nous reconnaît groupe territoire leader, donc groupe d'action locale. Ça permet de faire directement la transition avec mon cher collègue Samuel sur le PCAET, puisqu'au travers des différentes consultations et des échanges avec aussi bien les membres du Conseil de développement et puis les élus, il est clairement apparu plus que l'ensemble des thématiques rejoignent le plan climat, air, énergie territoriale de la communauté de communes. Voilà, on y a vu là un bon moyen de pouvoir mettre en place des actions innovantes au service du PCAET et au service du territoire. Tout à l'heure, Samuel a décliné 5 priorités, 5 grands axes à travers son PCAET. Les thématiques identifiées, on recoupe en 2 priorités ciblées. Donc on va parler sur le programme Leader d'aménagement de proximité et de mobilité durable, et aussi de préservation et valorisation des ressources de façon responsable, à travers ce plan d'action qui vous est proposé. Donc vous voyez qu'à travers on a au total 6 fiches actions. 2 fiches actions qui concernent le premier axe, avec la mobilité. La fiche action 2 qui sera particulière puisqu'elle concernera uniquement les porteurs de projets publics, avec un travail sur les bâtis et les espaces publics. Ensuite, sur la deuxième priorité ciblée, on travaillera sur le zéro déchet et le plan alimentaire territorial. Et puis des actions qui sont plus transversales puisqu'elles sont liées à tous les programmes européens leaders, quel que soit le territoire, puisqu'il s'agit d'inciter à des projets de coopération, des projets qui peuvent être entre 2 pays européens ou alors entre notre territoire et un autre territoire du territoire français. Et puis la dernière fiche action sur le financement de l'ingénierie qui s'occupera du programme, et puis l'évaluation, puisque comme le plan climat et comme toute politique publique, on a à faire un travail d'évaluation en cours et à la fin du programme, et puis bien sûr tout ce qui est pour valoriser les actions financées dans le cadre du programme européen. Je vais rentrer légèrement dans le détail mais avant ça, les règles communes. Les bénéficiaires, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on sera à la fois sur des porteurs de projets privés et publics, à l'exception d'une fiche action qui se concentrera uniquement sur des bénéficiaires publics. Les montants planchers, on va capitaliser sur l'expérience actuelle et notamment éviter d'avoir des projets présentés qui présenteraient des aides leaders inférieures à 10 000 euros. 10 000 euros, ça correspond à le traitement d'un dossier leader. Voilà, c'est le coût de traitement d'un dossier européen. Donc il faudrait, pour être assez efficient, éviter d'aller en deçà. Sur les montants plafond d'aide leader, la région elle préconise de ne pas en mettre, ou alors à minima de 30 000. Donc on verra, ce niveau de détail sera traité effectivement dans un deuxième temps, comme l'a indiqué M. Bonin tout à l'heure, puisqu'on aura l'occasion de travailler plus finement, et notamment aussi le financement des actions à travers la grille d'analyse du comité de programmation. Pour que vous puissiez avoir une bonne vue sur ce qui peut être
financés par le prochain programme européen. Donc ça aussi, c'est à affiner et à travailler selon voilà, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc on sera sur deux visions de la mobilité, une vision sur tout ce qui est stratégie, études et travaux en faveur du développement de la mobilité sur le territoire, en privilégiant les mobilités durables. On aura aussi des actions de communication autour des mobilités, et puis des soutiens aux initiatives de nouvelles formes de transport. Et la deuxième acception de la mobilité qui est présente sur cette fiche action, c'est la meilleure des mobilités décarbonées, c'est de réduire drastiquement, voire de ne pas se déplacer sur le territoire. Donc c'est encourager tout ce qui est tiers-lieu, coworking et toute création de formes de services itinérants. Ça répond aux objectifs, les effets attendus, c'est une reprise des objectifs du PCAET. Et les bénéficiaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est à la fois sur des porteurs de projets publics et des porteurs de projets privés. Sur la fiche action 2, on parle de bâtiments et d'espaces publics exemplaires. Alors il s'agit ici de travailler à la fois sur le bâti, mais sur de la rénovation énergétique à travers l'utilisation de matériaux biosourcés, puisque dans le cadre du PSAET, on est sur cet axe-là. On travaillera aussi à réaménager des îlots dégradés avec un projet de renaturation. Ou des équipements multiservices. On aura aussi un axe sur la végétalisation des lieux publics et comment réaménager l'espace. Alors là, on sort un petit peu du cadre pas tellement, mais du PCAET sur comment pouvoir que les citoyens puissent se réapproprier l'espace public en créant des aménagements qui peuvent être adaptés à tous les âges et renforcer les liens sociaux. Et puis ici, je l'ai indiqué en introduction, les bénéficiaires, on est sur des communes et PCI. La fiche action sur le zéro déchet. Donc là, il y a un certain nombre d'actions qui ont été fléchées. Globalement, on est sur des projets qui favorisent le traitement, le déchet et le recyclage. On peut être sur, si on va un peu plus précis, sur, par exemple sur des composteurs, sur des projets qui visent à prévenir le déchet à la source, sur tout ce qui est matériothèque, recyclerie, et tout autre projet innovant, expérimentaux en termes de déchets. On peut être aussi sur de la communication. On peut prévoir de travailler sur une démarche pilote en économie circulaire à l'échelle d'une zone d'activité ou du territoire dans l'ensemble. Et les bénéficiaires peuvent être à la fois soit des associations, des entreprises ou des porteurs de projets publics. Donc là, la fiche action 4, on est clairement sur le PAT, sachant que le PAT, il en est au tout début, donc elle sera à affiner, évidemment, avec les avancées sur le projet alimentaire territorial. C'est plan ou projet? Plan, projet. Avec des actions comme créer, restaurer ou conforter des unités de stockage, des actions de communication sur ce qui existe comme offre alimentaire pour que les consommateurs sur le territoire, qu'ils soient individuels ou collectifs, puissent être mieux informés. Et puis des actions de sensibilisation sur nos différentes formes d'agriculture qu'on a sur notre territoire, afin de valoriser aussi les produits issus du local. Et avec des porteurs de projets qui puissent être à la fois toujours associatifs ou collectivités ou entreprises. Là, on a visé plutôt les entreprises agricoles. Ouais, globalement, pour ces 4 fiches actions qui correspondent à vraiment le déroulé de la stratégie leader, là, nous avons, alors je ne vais pas forcément trop détailler, mais je peux en parler rapidement sur les 2 fiches actions qui sont plus réglementaires. Donc la fiche action sur la coopération, je l'ai dit tout à l'heure, peut être à la fois transnationale ou interterritoriale, cette coopération.
Et l'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange, soit de bonnes pratiques sur une thématique identifiée, soit sur la mise en place d'actions de sensibilisation, de formation. Et là, le champ d'intervention, il est à la fois soit sur les 4 premiers axes qu'on a vus à l'instant, ou soit sur même d'autres axes du développement local. On a parlé tout à l'heure d'exemples qui peuvent être notamment sur la résilience des territoires, etc. Voilà, on peut travailler sur d'autres sujets. Et puis l'ingénierie. Juste un mot là sur la 5e, là, sur celle-ci. On avait cette fixe-action déjà dans le conventionnement actuel. En fait, on n'a rien fléché. Donc c'est une fixe-action sur laquelle budgétairement on mettra des sommes très modiques, parce qu'on ne sait pas dans le cadre des coopérations c'est ce qu'on fera. Donc je pense que dès le départ on partira sur un budget à minima, donc sur cette fixe-action là, parce que en général c'est pas une fixe-action qui est très porteuse. Enfin bon, à suivre, hein, mais on verra bien. Oui, je pense qu'il faut. Ouais. Il y a un minimum à mettre. Il y a un minimum quand même à mettre, 10%. Ouais. C'est 1%. C'est 1%, ouais. C'est 1% minimum, et on est. Actuellement, on a 10 000 euros sur un projet de copé qui sont. Voilà, où il n'y aura pas de projet. Sur de l'ingénierie. Bon, je l'ai détaillé en introduction, donc je ne vais pas forcément y revenir, puisqu'il s'agit de contribuer à l'ingénierie de l'animation du programme, porter les démarches de communication et puis l'évaluation obligatoire du programme Leader. Le bénéficiaire ne peut être que la structure porteuse du GAL. Alors, je l'ai dit en introduction, la région, l'autorité de gestion, sur cette réponse à l'appel à candidature, attendent qu'on puisse définir une enveloppe, une proposition d'enveloppe sur laquelle ils vont réagir, évidemment, en fonction de la qualité de notre candidature, mais pas que, puisqu'il y a 29 millions d'euros de FEADER sur l'ensemble des territoires de Pays de la Loire. Donc, bon, ils font pas un ratio mathématique. Mais c'est selon notre stratégie. Alors, je vais commencer par la fin, je vais commencer par la réserve de performance. La réserve de performance, c'est parce que nous, on a certes capitalisé sur notre expérience leader de cette année, mais l'autorité de gestion l'a aussi fait, cet exercice, et va imputer 10% de l'enveloppe de chaque GAL. Voilà, il va le garder sous le coude, si je peux m'exprimer comme ça, et puis libérer cette réserve de performance si on a consommé notre enveloppe. Donc c'est à partir de 2027 qu'on aura cette levée de réserve de performance si on arrive à atteindre X% de taux de paiement sur ce programme-là. Il n'y a pas... alors, on est sur les 1% minimum sur la COPE. Les 200 000 euros sur l'ingénierie, évaluation et communication, ils ont été calculés à leur juste mesure, si je peux m'exprimer également ainsi. Et sur les 4 actions, pour l'instant, on a ventilé de manière tout à fait équitable, mais il y aura un travail de priorisation à faire également dans un deuxième temps. Là, c'est vraiment pour donner une idée de cette enveloppe totale à la région. On est parti du postulat qu'on allait avoir le même montant que l'on a sur le GAL. Enfin, on n'était pas sur cette enveloppe-là initiale, mais il y a eu donc un rajout. Voilà, c'est le postulat pour travailler, mais on n'en est qu'à la candidature. Merci de m'avoir écouté. J'ai donc fini la démonstration. Merci beaucoup Nicolas pour ce travail rapidement, parce que vous n'êtes pas là depuis très longtemps. Y a-t-il des questions sur les axes et les fiches actions qui vous sont présentés, les 6 axes présentés par Nicolas? Non, s'il n'y a pas d'observation, du coup, écoutez, je vais vous proposer de m'autoriser à répondre à l'appel à candidature lancé par l'autorité de gestion
pour les fonds européens 2023-2027, de valider le cadre stratégique et la demande de crédit européen FEDER à hauteur d'1,8 million sur notre territoire et de m'autoriser à signer les pièces afférentes à ce dossier. Je mets aux voix, est-il voix contre? Des abstentions? Bon, parfait, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre travail. Enfin, Nicolas va le poursuivre à ce niveau-là et on se réunira de nouveau pour en débattre. Merci. Alors, on poursuit avec le point numéro 3, qui est le partage de la taxe d'aménagement. Alors, vous savez que la taxe d'aménagement, pas pour les communes qui l'ont instituée, pas toutes, hein, elle concerne les opérations de construction, reconstruction, agrandissement de bâtiments, installation, aménagement de toute nature, tout ce qui nécessite en fait un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation préalable. Jusqu'à présent, elle était facultative, enfin le partage de la taxe d'aménagement était facultative. La loi de finances 2022 est venue bousculer tout ça en la rendant obligatoire pour les communes donc, qui l'ont instituée. Du coup, il y a eu un travail qui s'est opéré évidemment au sein de la commission finances. Alors j'excuse Nicolas qui ne pouvait pas être là ce soir, hein, au sein de la commission finances, puis le bureau communautaire. On a donc regardé précisément comment est-ce qu'on pouvait répondre à cette obligation législative, hein. Évidemment avec plusieurs possibilités. L'une qui pouvait être de travailler sur un transfert d'un montant des coûts de TA sur l'ensemble des recettes, et puis autrement, travailler sur ce qui correspond, je dirais, plus à nos compétences. En effet, la notion d'intérêt communautaire pour les zones d'activité économique, elle a été supprimée au 1er janvier 2017. Et du coup, la loi NOTRe, elle a donné aux EPCI la compétence exclusive des ZAE. De fait, les communes pour lesquelles il y a une zone d'activité n'ont plus à supporter aucun des coûts afférents à la viabilisation. Aussi, il nous a semblé légitime de proposer ce soir devant vous de voter le transfert de la part de taxe d'habitation, taxe d'aménagement pour la part perçue sur le périmètre des zones d'activité économique de la communauté de communes. Alors vous avez déjà, pour certains, débattu de certains sujets, on n'a pas forcément voté, évidemment, on ne l'a pas passé là, mais débattu lors des conseils municipaux. Vous nous avez interrogé très très tôt, hein, dès que les courriers sont arrivés en mairie, vous êtes venus très vite vers nous pour savoir comment est-ce que ça allait pouvoir s'organiser. Ça nécessitait un travail voilà, qui a été opéré durant ces 2 mois précédents. Y a-t-il des observations ? Alors, oui. Alors, il y a M. Kubrick et puis... allez-y, M. Kubrick. Non. D'accord, vas-y. Alors, qui est-ce qui voulait intervenir? Tu veux intervenir? Vas-y. Oui, vas-y. Moi, la question que je me posais, c'est pour la zone qui est sur la Jaudonnière, quel coût elle a engendré, quel coût elle va engendrer au sein de la Comcom? Alors, la zone de la Jaudonnière, elle est complète ou pas? Ah ben, il n'y a plus aucun. Oui, donc il n'y a pas de. Il n'y a plus aucun bâtiment. Alors, il y aura pas de par contre, ils peuvent s'agrandir. Alors, c'est un sujet qui va aussi. Parce que c'est chemin après. Tout ce qui est autour. Oui, enfin, il y a l'entretien qui est autour, il y a tout ce qui va autour. Mais du coup, l'entretien qui est autour, non, tout ce qui est autour, c'est à la charge de la commune. Ça a toujours été à la charge de la commune, que ce soit voirie, les chemins communaux, ils restent à la charge de la commune. Mais aujourd'hui, tout ce qui est sur zone d'activité, c'est nous qui l'entretenons. Si on doit refaire une route, si on doit... Non, parce que nous, ce sont des routes qui desservent des villages. Et par exemple, on a refait une route qui dessert nos usines. C'est une route communale que nous avons... Oui, mais là, on n'est pas sur la zone d'activité, en dehors de la zone d'activité. Ben nous, la zone d'activité, c'est 2 entreprises dans un endroit. Je sais bien. Avec une potentielle extension sur un petit carré à côté. Mais je vois pas quel coût ça... Enfin, jusque-là, ça n'a engendré aucun coût. En fait, non. Mais il y a eu des coûts quand la zone s'est créée.
Et ensuite, la communauté de communes, elle a racheté les zones d'activité. Bah oui, obligatoirement. Ça, en 2018, 2017, on a forcément racheté les zones d'activité. Alors sur la vôtre, pour le moment, en fait, sur la tienne, en effet, elle est complète. Hormis un projet qui est dans les tuyaux, peut-être pour l'agrandir, l'entreprise à côté a sollicité, enfin pas pour le moment, mais avait sollicité à une époque l'agrandissement, mais sur des terrains sur lesquels ils sont propriétaires en plus, d'ailleurs, je crois, de mémoire. Mais la communauté de communes, l'acquisition des zones d'activité, c'est pas faite comme ça. On les a achetées. Pardon, excusez-moi, oui. Oui, concernant la tranche-sur-mer, quand nous sommes rentrés dans la communauté de communes, on a apporté la zone artisanale. Personne ne l'a rachetée, elle avait été financée par la commune. Effectivement, vous avez en charge la voirie, vous faites des petites réparations, vous réparez la voie, pas les trottoirs d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais juste la voie. Mais ce qui nous paraît, parce qu'en fait, on a demandé la carte qu'on a eue le jour où on allait délibérer, et on s'est aperçu que vous preniez un certain nombre de terrains. Effectivement, c'est des terrains qui sont classés en zone économique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre position concernant le Super U qui va s'installer à l'endroit où vous avez d'ailleurs décidé de l'affecter au niveau de votre carte. Quels sont les coûts que vous allez prendre? Parce qu'en fait, il y a 1,5 million de voiries à faire. Est-ce que vous les prenez en charge? Tu veux répondre? Enfin, je ne vois pas exactement quel endroit c'est. Ah, d'accord. Oui. Non, normalement, je ne pense pas qu'on va prendre en charge ces 1,5 million. On aurait bien du mal. Bon, ben alors, donc je vais vous verser la taxe que nous allons vous verser sur à peu près 20 millions d'investissements, et vous prenez 0 de dépenses. Pas sur cette voirie-là, en tout cas. Pardon? Pas sur cette voirie, en tout cas. Par contre, il faudrait qu'on aille regarder. C'est une voirie spécifique pour l'aménagement du Super U. Ce qu'il faut regarder dans ces cas-là, c'est le zonage. Ce qu'il faut aller voir avec vous, c'est le zonage de la zone d'activité qui a été fléchée. Ben, c'est dans la zone d'activité, puisque vous avez fléché la totalité du terrain. Alors c'est peut-être, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on regarde, c'est plus le zonage. D'autant plus que M. Perrin m'a dit qu'en fait, cette carte, c'est des propositions et c'est à discuter entre les parties. Mais c'est pour ça que je vous dis, on va venir vous voir pour le zonage, pour la carte. Alors nous avons voté, nous n'avons évidemment pas voté à 100%, puisque la loi dit que c'est un partage, c'est pas une totalité. Donc nous avons voté à hauteur de 20%. On vous l'a envoyé, je suppose, ou on va vous l'envoyer. Voilà. Donc évidemment, ce soir, on votera contre. D'accord. Mais on en reparlera peut-être 2 minutes tout à l'heure, si vous voulez bien, pour qu'on essaie de caler un moment. Mais et puis l'idée, c'est de... Je croyais je ne vais pas revenir puisque vous avez délibéré concernant la taxe des ordures ménagères, mais vous l'avez plafonné, mais l'impact dans la commune, ça représente 245 maisons. Alors, on en parlera en effet. On en reparlera. En effet, il y a le plafonnement qui vient amoindrir l'effet du taux unique. Oui, mais on a fait les calculs et on en a parlé tout à l'heure. Il y a 245 maisons qui vont... Et en plus, c'est incohérent puisque c'est les maisons les plus riches. Donc ça va toucher les gens qui ont les plus de moyens, puisque c'est les plus grosses maisons, qui ont des valeurs les plus importantes, qui vont être exonérées, qui vont être plafonnées. Alors, donc c'est un système qui est assez... Alors le plafonnement a été travaillé entre le vote du taux unique et ensuite le plafonnement que nous avons voté en octobre sur le dernier conseil communautaire. Il était en partie, ce travail a été fait en partie pas que, mais pour les communes qui étaient le plus impactées par la décision qu'on avait prise, par le vote qui avait été opéré. Donc je veux dire, moi j'irai vous voir, on va en discuter, mais le plafonnement c'était justement pour amoindrir l'effet sur les communes, sur la Tranche-sur-Mer, sur Luçon, sur les communes à Presqu'île. Ça joue pas vraiment, hein. Ça joue, je vous dis, sur 200. Ça joue quand même, si, honnêtement. Mais si, on l'a. Moi j'ai tous les tableaux, hein. Mais bon, vous m'avez envoyé vos tableaux, mais j'ai toutes les bases.
Donc, et on a tous les tableaux. Mais parce qu'au départ, vous étiez parti sur la taxe d'habitation. On est bien sur la taxe foncière. Oui, taxe foncière, bien sûr. Mais non, mais il faut juste en recalculant avec la taxe foncière. Oui, puisque c'est plafonné à 350 et quelques. Oui, voilà, oui. Mais moi, j'ai tous les montants, puisque vous avez des tableaux que l'État vous... Je reviens. On a des tableaux que l'État nous envoie, dans lesquels on a par strass l'ensemble du nombre de maisons, enfin de rôles, et le montant total, donc vous en tirez les moyennes, hein, et on a le maximum aujourd'hui que nous avons, c'est 526 €. Et oui, qui seront plafonnés à 365. Voilà. Il y a 420, il y a 425 maisons. Mais qui seront plafonnés malgré tout. Et ça ne l'était pas sur la première délibération que nous avions prise. Mais sur 10 000 maisons, il y en a qui vont être plafonnées. Donc l'incidence est quand même très faible. On verra ce sujet, si vous voulez bien. Moi, je suis prête à me déplacer pour le voir avec vous, venir à la Tranche-sur-Mer. Nous, on attend le rendez-vous parce qu'on a fait d'autres demandes également. Donc on voudrait évidemment avoir les informations sur les autres demandes. Voilà. Donc moi, je vais revenir sur la taxe d'aménagement pour ce soir. Et donc, vous proposez d'approuver le reversement par les communes ayant institué un taux de taxe d'aménagement de la totalité de son produit quand l'opération de construction, reconstruction, agrandissement de bâtiments et installations, aménagements de toute nature sont situés sur une zone d'activité économique, d'approuver le reversement par les communes ayant institué un taux de taxe d'aménagement du produit collecté quand le projet est porté par la communauté de communes hors des zones d'activité économique, de décider que ce partage s'appliquera à compter du 1er janvier 2023, d'après les montants perçus par les communes concernées sur l'exercice comptable 2023 et suivant, et de m'autoriser à signer les conventions afférentes figurant en annexe, et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? 3. 4 contre. 4. Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Et nous poursuivons. Je passe la parole à Jam. Oui, bonsoir tout le monde. Donc on va redescendre un peu dans nos rejets. Donc, je vais vous proposer la création de la régie service de l'assainissement de la commune Sud-Vent Littoral et l'approbation des statuts. Alors, je peux parler sans micro, mais c'est pas bien. C'est mieux? Ah, c'est qu'il y avait un autre allumé. Ah, voilà, excusez-moi. C'est que il y a deux. Il y en a qui veulent présenter à ma place, peut-être, je sais pas. Non, allez, on y va. Je vous rappelle que depuis 2017, la commune exerce les compétences relatives à l'assainissement non collectif, SPANC, et à l'assainissement collectif du parc d'activité Vendée Atlantique, le Vendéopole à Saint-Hermine. Donc le SPANC, il est géré à la fois par du personnel intercommunal et par l'intermédiaire d'un marché de prestations qui est conclu avec la SOR depuis juillet 2021 et qui arrive à échéance en novembre 2023. L'assainissement collectif du parc d'activité Vendée Atlantique Vendéopole est confié aussi à la SOR depuis janvier 2019 pour une durée de 10 ans. C'est avec un contrat d'affermage. Donc ces deux éléments sont des services, ce qui est appelé des services publics, industriels et commerciaux, sous un sigle SPIC. C'est déterminé par la loi sur l'article L 2224-11 du Code général des collectivités territoriales. Et leur exploitation, elle peut être faite de deux manières, soit en gestion directe, et soit être faite sous une forme de GIRI de deux manières. Soit cette régie, elle est dotée d'une seule autonomie financière, soit elle peut avoir la personnalité morale et l'autonomie financière. Donc, nous entendons donc vous proposer d'organiser le service de manière à ce que l'exploitation du SPANC et de l'assainissement collectif du Vendéopole puisse se poursuivre sous la forme d'une régie, dotée uniquement de l'autonomie financière. Alors, je vais vous rappeler un peu donc, ce que ça représente. Le service public reste intégré à la collectivité. La régie est un organisme individualisé, mais qui ne dispose pas de personnalité morale propre. Néanmoins, ses recettes et ses dépenses sont individualisées dans un budget distinct.
Il est annexé à celui de la collectivité et elle dispose d'un organe de direction, ce qu'on appelle le conseil d'exploitation. La création d'une telle régie entraîne une compétence résiduelle de la part de son conseil d'exploitation. En effet, l'essentiel des pouvoirs est ici conservé par l'assemblée délibérante de la collectivité créatrice, c'est-à-dire nous. Bon, il y a des besoins de personnel, bien sûr, qui ont été identifiés. C'est ceux qui sont présents actuellement, d'ailleurs, à peu près. La direction, il y a 0,05 ETP. Il y a la gestion du service et encadrement, 1 ETP. Il y a 2 agents de terrain, ETP, et un secrétariat, facturation. Donc la date que l'on vous propose de la création de la régie, c'est au 1er janvier 2023. Et donc c'est simplement de fusionner les 2 budgets annexes existants aujourd'hui, qui sont le SPANC et la STEP Vendéopol, avec comme objectif que ces budgets soient bien sûr équilibrés. Pour votre information, aujourd'hui, les budgets sont à peu près de... si je prends les 2 budgets associés, en fonctionnement, c'est 560 000 € et en investissement, c'est 200 000 €. C'était dans le DOB de cette année. Donc, il serait fusionné en un seul. Voilà, donc il nous appartient de créer cette régie. Il faut bien sûr une délibération qui approuve la régie et le montant de la dotation initiale. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, sauf dire que la commission consultative des services publics locaux a été consultée et a émis un avis favorable le 8 novembre dernier, et que le comité technique a été également invité à émettre un avis, avec un avis favorable, le 14 novembre. Je peux parcourir un tout petit peu les statuts que vous avez dû lire sans problème. Donc on organise, ça s'appelle la régie, donc c'est comme ça que sera appelé, la régie assainissement, ce sera plus simple. Le conseil d'exploitation, on a proposé qu'il y ait 15 membres, avec voix délibérative. Donc il y a 8 membres issus du conseil communautaire et 7 membres extérieurs. Donc là, on va vous proposer donc une liste bientôt. Et je crois que c'est la prochaine fois qu'on devrait vous proposer cette liste. La durée des mandats, donc c'est celle de nos mandats à nous. Les indemnités, non. Les fonctions du membre de conseil d'exploitation sont gratuites. Il y aura un président et un vice-président qui sera élu. Ce conseil d'exploitation se réunit tous les 3 mois. Après, il faut un quorum, bien sûr. Les séances du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. Et puis, il y a la désignation d'un directeur de régie que Madame la Présidente devra nommer. Le personnel, il y a des statuts donc, qui pourraient être un peu différenciés, mais on répondra à la question si vous le souhaitez. Voilà, donc moi, j'écoute vos questions avant de passer au vote, si vous en avez. Silence radio. Il n'y a pas de questions. Donc voilà. Donc, ce que je propose donc, au Conseil communautaire, c'est d'approuver la création de la régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de l'assainissement non collectif et de l'assainissement collectif du parc d'activités Vendée-Atlantique, Vendéopol, à Saint-Hermine, et en conséquence d'approuver le projet des statuts de la régie, joint à la présente délibération, de confirmer le montant de la dotation initiale au 1er janvier 2023 et d'autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en activité de la régie. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Non, le mien ne marche pas très bien. C'est parfait, c'est validé. Merci beaucoup. On passe à la délibération suivante qui est la suite de celle présentée par JAM, qui est sur le regroupement de budget annexe. Du coup, puisqu'aujourd'hui, il vous l'a dit, il y avait donc 2 budgets qui étaient l'assainissement non collectif et l'assainissement collectif du Vendéopol. Et il vous est donc tout simplement proposé dans cette délibération de les réunir en un seul budget qui serait dénommé assainissement. Donc il vous est proposé d'approuver le regroupement sur le budget existant 70 800 au 1er janvier 2023 du budget annexe assainissement non collectif qui était en 70 100 et du budget STEP Vendéopol 70 800 en un seul budget annexe dénommé assainissement, d'approuver le transfert de l'intégralité de l'actif et du passif existant sur le budget assainissement et la clôture du budget 70 100, d'approuver la transformation du budget annexe STEP Vendéopol en un budget annexe assainissement avec autonomie financière de type service public industriel et commercial, le SPIC, à compter du 1er janvier 2023. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Donc on poursuit avec le rapport de la CLECT, le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Le 6 juillet dernier, donc, cette commission a adopté son rapport au titre de l'année 2022 et au cours de cette séance, on a été invité à se prononcer sur l'évaluation des charges liées aux restitutions des compétences suivantes. Alors, pour certaines, au 1er janvier 2022, le Conservatoire de la Négrette, l'aménagement, l'entretien, gestion de la zone du Marié, la lutte contre les moustiques, la création et la gestion d'une fourrière animale, et puis en ce qui concerne la sécurité incendie, au 1er juillet 2022. Ce rapport donc, a été soumis à l'approbation des conseils municipaux des communes membres, a recueilli les conditions de majorité qualifiée, c'est-à-dire donc les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Donc ce soir, il vous est proposé de prendre acte du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, en date du 6 juillet 2022, qui finirait en annexe. Pas de questions? Si, Monsieur Kubrick, oui. Oui. Concernant les bandes d'incendie que vous nous transférez au 1er juillet, j'avais noté qu'elles devaient être en parfait état. Il y avait une remise à niveau, en effet, de toutes les bandes d'incendie. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, qui est-ce qui va pouvoir nous répondre. Sauf que nous avons pris le même prestataire que vous utilisiez, oui. Et il nous a fait un inventaire, et il y en a pour 13 000 € de travaux qui n'ont pas été effectués avant le 1er juillet, que nous avons effectués pour remettre tout ça aux normes, mais normalement, c'était plutôt à vous de les prendre en charge et pas à la commune de La Tanche-sur-Mer. Alors, on va regarder ça, parce que du coup, en effet, on devait avoir une remise en état. On va le regarder dans le détail, là. Oui, s'il vous plaît. Oui, on le note. Oui, pas de problème, c'est noté. Ok, merci. On poursuit avec le service commun d'autorisation du droit des sols, convention cadre et convention particulière pour l'adhésion au service commun intercommunal. Vous le savez que le service ADS, il s'exerce à l'échelle de 42 communes de la Comcom. Et jusqu'à présent, cette mutualisation de services, elle a été financée par le biais d'une refacturation que vous receviez de façon périodique, au prorata bien sûr, du service utilisé, c'est-à-dire des documents que vous demandiez à nos services de travailler. À partir du 1er janvier 2023, il est envisagé de remplacer la refacturation de la communauté de communes vers les communes adhérentes au service commun par une imputation directe sur les AC. L'enjeu de ce travail-là, c'est d'optimiser le CIF, notre coefficient d'intégration fiscale, et puis de réduire aussi les flux financiers qu'on peut avoir entre les communes. Pour les communes, ça n'a pas d'impact financier, bien entendu. Pour la communauté de communes, ça nous permet d'optimiser le CIF et d'être plus actifs sur notre dynamique fiscale. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de m'autoriser à signer avec chacune des communes membres adhérentes au service commun autorisation du droit des sols, l'avenant tel que figurant en annexe, et de m'autoriser à signer les pièces nécessaires à l'exécution de la délibération. Pas de questions? Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, on est sur le même schéma. Ça concerne du coup les communes qui bénéficient du service de la cuisine centrale. Et donc, il vous est proposé la même chose, de m'autoriser à signer avec chacune des communes membres adhérentes au service commun cuisine centrale l'avenant tel qu'il était en annexe et de m'autoriser à signer les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, on est sur le même principe. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. On reste sur les finances avec une décision modificative. Alors, qui concerne en fonctionnement plutôt des ajustements de crédit. Et en investissement, on a plus, ça affecte plus la construction de la médiathèque, puisque là, on vous demande un transfert de crédit et de paiement de 2023 sur 2022. Et on le verra sur la délibération suivante aussi. Donc, il vous est demandé d'approuver cette décision modificative. Je mets aux voix. Pas de voix contre, pas d'abstention. Merci. Et du coup, on continue sur la médiathèque avec la modification des crédits
de paiement, puisque en fait il y a un état d'avancement de l'opération qui demande un ajustement au niveau de l'AP qui avait été faite, et avec un crédit de paiement proposé de 285 267. Donc, il vous est proposé de valider la modification des crédits de paiement de l'autorisation de programme tel que ça vous était présenté dans le rapport. Je me vois. Pas de voix contre. D'abstention. Merci. Sur le SPANC. Ah oui, sur le SPANC. Alors là, on est sur des créances d'admission en non-valeur. Alors pour mémoire, du coup, comme on passe sur le SPIC, on est sur un budget qui va être clos. Donc il faut les... Oui, pardon. Non? Ah non, je l'ai faite. Non, je l'ai faite. Non. Ah ben voilà, Mais je l'ai passé rapidement parce que c'était le même schéma que l'autre. C'est ton voisin qui te distrait en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on revient sur le SPANC avec des créances admises en non-valeur pour un montant de 2 430 €. Et donc je vous propose d'approuver la décision modificative. Je me vois, est-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Alors, on passe sur la fixation des tarifs pour la mise à disposition du matériel culturel. En fait, on fait une petite modification sur une délibération que nous avions déjà, où vous avez les tarifs 2019 qui étaient proposés, alors globalement en gratuit, sauf au niveau des praticables, où ils étaient à 50 €. Et on vous propose pour l'année, à partir de maintenant, voilà, l'année 2022 et à suivre, de rejoindre les autres, le matériel que nous avons, c'est-à-dire d'aller faire sur la gratuité aussi pour les praticables. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de fixer les tarifs de mise à disposition du matériel culturel en gratuit. Pas de questions? Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Ensuite, on arrive sur la souscription des contrats d'assurance pour la communauté de communes. Donc là, on avait 5 lots à attribuer. On avait 5 lots, puisqu'en fait, nos contrats d'assurance, ils se terminent au 31 décembre 2022. Donc le lot 1, c'était sur l'assurance des dommages aux biens et risques annexes, qui prend une solution de base avec une franchise de 2 000 € en incendie événement naturel et une solution alternative avec une franchise de 5 000 € en incendie événement. Le lot 2, qui était les responsabilités et risques annexes avec une solution de base et une prestation supplémentaire relative aux risques environnementaux. Le lot 3, l'assurance des véhicules à moteur. Je vous passe les détails. Le lot 4, on était sur l'assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus avec une solution de base. Et le lot 5, sur une assurance cyber-risque. On a 7 candidats qui ont déposé une offre. Sur le lot 1, on a une offre, le lot 2, 2 offres, le lot 3, 3 offres, le lot 4, 1, et sur le lot 5, 2 offres reçues. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie et elle vous propose, et nous vous proposons d'attribuer le lot 1 avec la solution de base à la SMAC Assurance à Niort pour une prime annuelle de 42 828,52 € TTC, d'attribuer le lot 2 solution de base au groupement PNAS pour une prime annuelle de 12 453,02 €, le lot 3 solution alternative PS1 PS2 au groupement Pilio pour une prime annuelle de 34 492,29 €. Le lot 4, solution de base à la SMAC Assurance pour une prime annuelle de 1 522,49 €. Et le lot 5, la solution de base au groupement SAR-Moselle pour une prime annuelle de 3 432,72 €, de m'autoriser à signer les pièces inhérentes au marché et d'attester que les dépenses correspondantes sont bien inscrites au budget. Y a-t-il des questions? Non. Je me vois. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à mon voisin, à Bruno. C'est l'autre.
Oui, c'est bon. Bonsoir. Donc, c'est la dérogation au repos dominical des salariés pour l'année 2023. C'est ce que l'on a déjà voté chaque année. En fait, quand il y a plus que 5 jours de congés qui sont demandés, il faut que l'EPCI vote avant que la commune puisse voter, en l'occurrence Luçon. Il y a 12 jours qui sont demandés, comme vous l'avez sur le document. Il y a le 15 janvier, le 12 février, le 9 avril, 4 juin, 2 juillet, 13 août, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31 décembre pour Noël. Ceci concerne les commerces de détail. Et pour le commerce automobile, c'est 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé, c'est d'émettre un avis favorable sur les propositions de dérogation au repos dominical sur la ville de Luçon pour l'année 2023, telles qu'ils ont été présentés, de manière à ce que Luçon puisse voter derrière. Y a-t-il des questions? Non. On va procéder au vote. Quelqu'un est contre? Non, tu participes pas. Oui, Pardon. ouais. Abstention? Non. Merci. La deuxième que j'ai, c'est pour une parcelle qu'on avait attribuée à Monsieur Le Guen. C'était au 24 février 2022. Malheureusement, Monsieur Le Guen, pour des raisons personnelles, nous a demandé d'abroger et d'arrêter. Donc, il ne va pas faire cette acquisition. Donc, l'idée, c'est d'abroger la décision qui avait été prise le 24 février 2022. C'était 3000 mètres carrés. Enfin 2917 mètres carrés très exactement, sur la zone économique de Mocpanier, sur la commune de Saint-Gemme. Donc ce qui est demandé au vu de la situation de M. Le Guen, c'est d'abroger la délibération du 24 février portant sur l'acquisition de cette parcelle sur Mocpanier. Quelqu'un a des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. Merci beaucoup. Et c'est Dominique qui prend le relais pour le point numéro 16. Pardon. C'est donc le cinquième. Oui. C'est le cinquième avenant donc, concernant une convention entre, bien sûr, l'EPF de la Vendée, la commune des Manies-Régnies et la communauté de communes Sud-Vendée littorale, concernant donc les Manies sur une emprise foncière. En fait, la commune des Manies-Régnies et l'EPF souhaitent modifier l'article 19 de la Convention visant à valoriser la réalisation du projet d'aménagement donc sur l'îlot Cerisier, comme il se nomme. En fait, alors l'article 19.4, je vous le lis, minoration foncière, donc c'est l'article qui est donc demandé d'être modifié dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain, qui font l'objet d'une convention opérationnelle avec l'EPF. L'EPF de la Vendée peut être amené à prendre en charge une partie du prix de revient du foncier acquis qui sera rétrocédé à la collectivité ou à un opérateur de choix de la collectivité de façon à minorer le coût du poste foncier et de permettre ainsi la réalisation de l'opération. Le coût de la programmation actuelle et de la charge foncière envisagée, le déficit prévisionnel de l'opération est estimé à 257 000 € hors taxes. Ainsi, le montant maximum pris en charge par l'EPF de la Vendée au titre de la minoration foncière sera de 70 000 € hors taxes. Ce montant pourra être ajusté sur la base du programme définitif de l'opération au vu des autorisations d'urbanisme délivrées. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'accepter la passation de cet avenant et d'autoriser bien sûr la présidente à signer l'avenant numéro 5 susvisé. Voilà, donc on le soumet à votre vote. Avez-vous des objections tout d'abord? Non, des remarques? Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Merci. Et on continue avec l'aménagement du territoire sur le programme Petite Ville de demain et plus particulièrement sur l'opération de revitalisation du territoire. En fait, la convention Petite Ville de demain, elle engage les communes qui sont bénéficiaires à un projet de dynamisation dans un délai de 18 mois. Et ensuite, ça doit aboutir à la formalisation d'une convention cadre valant opération de revitalisation du territoire, donc l'ORT,
Alors, selon les communes, elle s'est construite d'une façon un peu différente. Pour Luçon, c'était un diagnostic communal qui s'enrichit évidemment des documents cadres de la Comcom et puis de la ville, complété par une étude sur le développement du commerce qui a été menée par la Chambre de commerce et d'industrie. Et la stratégie de redynamisation a été alimentée aussi par l'atelier des territoires, format flash, et ça s'est construit autour de 5 axes et 35 actions. Donc les axes, je vais vous les citer. Donc développer, restructurer, réhabiliter l'habitat pour une offre alternative en centre-ville, favoriser un développement économique et commercial équilibré, développer les mobilités douces, l'accessibilité, les connexions interquartiers et aux équipements, requalifier les espaces publics afin de mettre en valeur le patrimoine, promouvoir la vocation touristique de la ville et conforter le cadre de vie tout en préservant la sécurité, offrir un meilleur accès aux services de santé, aux équipements, aux droits et à la culture. Pour Mareuil, le diagnostic territorial a été réalisé par un bureau d'études et du coup il se décline en 3 axes d'intervention et 25 actions. Les 3 axes sont valoriser l'identité et le cadre paysager, architectural et patrimonial, apaiser et qualifier la traversée du centre-bourg et conforter le bien-vivre et le désir d'habiter le centre-bourg. Alors ces opérations, ces ORT, elles intègrent toutes les dimensions du projet urbain, puisque ça touche en effet l'habitat, le commerce, l'accès aux services, les aménagements urbains, et ça vise prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-bourgs. Est-ce que les 2 communes ont quelque chose à ajouter? Non? Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Bon, rien, c'est bon. Donc du coup, il vous est proposé d'approuver la convention ORT ainsi que les périmètres opérationnels et le programme d'action tel qu'il vous a été présenté et de m'autoriser à signer la dite convention, à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre, de déléguer à quelqu'un un représentant si je ne peux pas signer et d'exécuter la présente délibération. Je mets aux voix, est-il voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Et hop, Dominique, je te repasse. Oui, donc la prochaine délibération concerne en fait suite à la prescription du PLUI que nous avions fait. Donc on souhaite modifier dans le cadre de cette procédure effectivement des notions de façon à éviter plus tard éventuellement donc d'avoir dans certaines démarches d'être on va dire qu'il y ait un portage de préjudice en fait tout simplement. Donc il vous est proposé de proposer donc que la délibération du 16 décembre 2021 qui prescrivait donc l'élaboration du plan local d'urbanisme soit modifiée, donc remplacée en fait comme suit par dans le cadre de la mobilité de concertation, on remplacerait le terme une lettre d'information à l'occasion des grandes étapes de la démarche par une lettre d'information avant la tenue des réunions publiques de présentation du projet d'aménagement et de développement durable et avant l'organisation de réunions publiques par bassin de vie pour la phase réglementaire. Et ensuite de remplacer donc dans un deuxième, toujours dans les mêmes modalités de concertation, le terme des articles dans le magazine de la communauté de communes et dans la presse régionale par des articles dans le magazine de la communauté de communes et dans la presse. Voilà, tout simplement. Donc on vous demande de compléter et d'approuver donc ces modifications. Avez-vous des remarques? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération adoptée. Et nous poursuivons au niveau de la culture et de la lecture publique avec Guy. Bonsoir tout le monde. Le point numéro 19, c'est une demande de subvention, aide à l'enseignement musical auprès du Conseil départemental de la Vendée pour l'année scolaire 2022-2023 et l'autorisation de signature. Vu l'adoption en assemblée départementale en date du 7 avril 2017, un nouveau schéma départemental de développement des enseignements artistiques dont l'un des objectifs est de favoriser la montée en puissance qualitative des enseignements artistiques tout en confortant un réseau d'enseignement de proximité. L'école de musique intercommunale Sud-Vendée Littoral peut prétendre à une subvention d'aide à l'enseignement musical d'un montant de 24 € par élève pour l'année scolaire 2022-2023. Vous dire un petit peu, actuellement, on tourne autour de 515 élèves pour l'année scolaire 2022-2023.
et de solliciter auprès du conseil départemental la subvention aide à l'enseignement musical pour l'année scolaire 2022-2023 et d'autoriser la présidente à signer cette demande de subvention. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour la 20, 21 et 22, ça concerne l'édition 2023 du programme littérature jeunesse volet résidence. Je vais vous lire la première qui s'adresse à une subvention au département. Dans le cadre de son programme littérature jeunesse, le pôle lecture publique intercommunal organise sur un cycle de 2 ans une semaine de la littérature jeunesse des années paires et une résidence d'auteurs jeunesse les années impaires. La résidence organisée en année impaire est un événement permettant à une centaine d'élèves, leurs familles, leurs enseignants et la population de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale dans son ensemble de rencontrer un auteur, son univers et de participer à son projet de création. Que la résidence soutient à la création contemporaine, offre à un auteur un lieu de vie et de création, des moyens financiers, techniques et humains pour une période de 3 mois. La présentation de l'édition 2023 est conjointe en annexe. La résidence d'auteur cofinancée par la ville de Luçon a lieu en mars et juillet 2023. L'État, représenté par la Direction régionale des affaires culturelles de la région des Pays de la Loire, le département de la Vendée, soutiennent ces manifestations dans un objectif de développement de la lecture et de l'éducation artistique et culturelle. Vous avez le tableau joint au niveau des dépenses pour un montant total de 60 000 € et pour les recettes, 60 000 € de même. Le département de la Vendée est depuis plusieurs années, via son contrat Vendée Territoire, un partenaire majeur du programme littérature jeunesse, apportant son concours financier, entre autres, à ce dispositif qui répond à la fois à des objectifs de soutien à la création et à la vie littéraire pour les résidences et de soutien à la librairie indépendante et d'actions éducatives et culturelles qui forment les lecteurs de demain. Le format de l'édition 2023, c'est d'accueillir un auteur sur 3 mois au printemps 2023, favoriser le texte et pour cela préférer un auteur, un illustrateur. Rendre plus visible le programme littérature jeunesse dans son ensemble, l'auteur en résidence est intégré dans le comité technique en charge de la préparation de la semaine du livre jeunesse en année paire. Ainsi, le lien entre les 2 manifestations est renforcé par la présence même de l'auteur en résidence. Je vous propose qu'une demande de subvention à concurrence de 11 500 soit sollicitée par la communauté de communes Sud-Vendée Littorale auprès du département de la Vendée pour être affectée à l'opération 2023. Y a-t-il des questions? Je vais mettre au... Voilà, il est proposé aux membres du conseil communautaire d'autoriser Madame la Présidente à déposer le dossier de demande d'aide auprès du département de la Vendée afin de solliciter une subvention de 11 500 € et d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la 2023, je ne vais pas tout vous relire. On est pour une demande de subvention à la région. Voilà, je propose qu'une demande de subvention à concurrence de 11 000 € soit sollicitée par la communauté de communes Sud-Vendée Littorale auprès de la région des Pays de la Loire pour être affectée à l'opération 2023. Et proposer aux membres du conseil communautaire d'autoriser Madame la Présidente à déposer le dossier de demande d'aide auprès de la région des Pays de la Loire afin de solliciter une subvention de 11 000 € et d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions? Toujours pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et pour la DRAC, le point numéro 2. Je vais à la fin. Propose qu'une demande de subvention à concurrence de 8 000 € soit sollicitée par la communauté de communes Sud-Vendée Littorale auprès de la DRAC, les Pays de la Loire, pour être affectée à l'opération 2023. Il est proposé aux membres du conseil communautaire d'autoriser Madame la Présidente à déposer le dossier de demande d'aide auprès de la DRAC afin de solliciter une subvention de 8 000 €. D'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci. Voilà. Et on passe au dernier point, qui est la modification du tableau des emplois, où il convient de l'actualiser, puisqu'il convient d'augmenter le temps d'un agent artistique principal deuxième classe temps non complet à 19h45. On vient d'intégrer les heures dans le temps de travail de l'agent, et donc proposer de modifier le temps de travail de l'agent à raison de 20 heures par semaine. Et donc, il vous est proposé d'autoriser la modification du temps de travail, de modifier le tableau des effectifs actualisé et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. J'en ai terminé sur le conseil communautaire. Moi, j'ai deux petites informations qui sont des points calendrier, donc c'est toujours important. Sur le conseil communautaire du mois de décembre, il est décalé au mercredi 14 décembre au lieu du jeudi 15, et nous aurons la visite de Madame la sous-préfète qui viendra nous présenter normalement la nouvelle modalité de travail au niveau de la DETR et du DECIL, donc le mercredi 14 décembre. Autre point calendrier, on vous a envoyé un prenez-date pour le 9 décembre concernant le travail au niveau... Alors, c'est le séminaire qu'on avait déjà projeté. Alors, pas que, c'est une partie du séminaire que nous avions déjà projeté et sur lequel vous n'avez pas été très nombreux à vous déplacer. Sans doute un problème de calendrier aussi. En journée, ce n'est pas toujours très simple. Donc là, on vous le propose donc le 9 décembre, c'est un vendredi soir. C'est à la salle de Nallier. Je sais ce que je dois dire. Oui, ok. Alors, l'idée, c'est important. Non, c'est la présentation donc, du PPI. L'idée, c'est vraiment de vous présenter les projets que vous travaillez dans vos commissions et en même temps de se dire, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est faisable, de construire ce PPI, de travailler sur les enjeux financiers, peut-être aborder le pacte fiscal et financier, enfin voilà, travailler vraiment, faire 2 heures de finance. Pour terminer, parce qu'on m'a fait la réflexion, je n'y avais pas songé, il y a un match de foot. Alors personnellement, pas bien de dire ça, mais je ne savais pas qu'il y avait un match de foot. Et donc, monsieur le maire à côté de moi s'est engagé à nous mettre un écran, tout ce qu'il faut, et à manger. Non, alors à manger, c'est la communauté de communes, pardon. Et à boire. Et à boire. Donc, on terminerait par un cocktail, voilà, c'est en période de fête. Voilà, donc le 9 décembre. Donc, 9 décembre, la salle de Nallier. Donc, vraiment un travail pendant 2 heures sur les finances. Et puis ensuite, un moment convivial pour terminer la soirée. Voilà. C'est quand Le 9 décembre. Attention, oui, vas-y, David. Non, je vais être très court. Je parlais de Voltalis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On va on va déployer dans vos communes la possibilité pour les habitants de vos communes respectives d'être équipés d'un petit boîtier qui permet l'écrêtage des consommations électriques. C'est indolore d'un point de vue de la température, c'est indolore aussi financièrement puisque c'est des marches volontaires. Il y a une installation qui est faite par les techniciens et si toutefois ça ne correspond pas à leurs souhaits, ils peuvent se désengager quand ils le souhaitent. Et donc l'installation est également gratuite. Donc on va déployer, il est prévu de commencer par Trièze et par quelques communes du littoral, me semble-t-il, dès la semaine prochaine. Mais pour autant, si vous avez des administrés qui souhaitent déjà se voir équipés de ce boîtier sans attendre qu'il y ait la venue des techniciens dans vos communes dans les prochaines semaines, il est possible de contacter le numéro de téléphone de Voltalis. Donc normalement, les collectivités, toutes les communes vont avoir ou ont eu cette communication et vous avez le numéro de téléphone de Voltalis, vous la transmettez à vos administrés et ils contactent directement ces prestataires-là. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils sont passés ici? Alors, c'est une nouveauté, c'est un service qui initialement n'était que à destination des usagers. Désormais, toutes les collectivités peuvent y prétendre. Donc, si vous souhaitez équiper aussi vos collectivités de ces boîtiers, vous pouvez. Merci. Voilà. Bonne soirée. Merci.